Bonjour. Alors voilà, je vais vous parler de la reproductivité de la recherche en thérapeutique. Et alors dans le titre, il y a le mot polémique. Alors c'était pas trop mon idée, mais je me suis dit, bah ouais, c'est vrai que peut-être parler de reproductibilité, c'est polémique en fait, parce que finalement on n'en parle pas très souvent. Et donc en fait, je veux travailler sur la reproductibilité. Pour ça, je demande un petit peu de l'aide à mon université. Je vais voir les gens spécialistes des aides au montage de projets, qui sont spécialistes en fait d'encadrer tous les scientifiques de mon université. Et je leur annonce que je veux travailler sur la reproductibilité de la recherche. Et les questions qu'ils me posent, en fait, c'est à quoi ça sert en fait, que la recherche soit reproductible. C'est-à-dire que la reproductibilité de la recherche, en fait, elle n'a jamais été trop valorisée en recherche, quoi. On valorise beaucoup l'innovation, la découverte, mais la reproductivité, en fait, pas tant que ça. Alors, voilà, donc moi je viens de Rennes, il n'y a pas de lien d'intérêt spécifique, si ce n'est que je suis financé un peu par la région Bretagne. Donc si je vous la recommande, méfiez-vous. Oui, voilà. Et donc, il y a un mouvement récent, en tout cas en sciences, qui s'intéresse à évaluer dans quelle mesure nos résultats sont reproductibles ou pas. Et il y a par exemple cette étude que vous trouverez dans Science sur les psychologues, où un groupe de psychologues, une collaboration, se sont dit, eh bien, on va prendre des études publiées parmi nos meilleurs journaux de psychologie et on va regarder dans combien de cas, quand on fait exactement la même chose que les autres auteurs, on est capable d'aboutir aux mêmes résultats, aux mêmes conclusions. D'accord ? Donc sur votre gauche, vous avez la figure qui indique les résultats en termes de significativité statistique et c'est la distribution des p-values. D'accord ? Vous voyez que dans les études originales, on a des études qui sont très souvent, entre guillemets, positives, alors que dans les réplications, on n'y est pas. Et quand bien même on réplique, les effect size sont souvent bien inférieurs à ceux des études originales. Il y a plein de raisons derrière tout ça. Cette étude, elle sert à prendre conscience, elle a été beaucoup discutée. D'ailleurs, certains disent que si on la réalise autrement, elle ne serait pas forcément reproductible. Mais c'est aussi ça la nature de la science, c'est de remettre en question nos choses. Alors bien sûr, nous en médecine, on va dire oui, on n'a pas ce problème, parce que nous en médecine, on n'est pas des psychologues. Bon, ouais, c'est déjà un premier problème, de se dire ça. Et puis on se dit, voilà, on a les méta-analyses qui sont au top du top. Et c'est vrai que les méta-analyses, c'est des choses qui, pour nous, ont pris beaucoup d'importance en tant que médecin, praticien, pour prendre nos décisions, en tant que décideur de santé pour élaborer des recommandations. Bonjour. En tant que même patient, parfois, quand on a envie de savoir à quelle sauce on va être mangé. Et ces méta-analyses, eh bien en fait, bonne nouvelle, on en fait de plus en plus. Mais alors on en fait tellement de plus en plus qu'un jour on arrivera à faire plus de méta-analyses que d'essais. D'accord ? Parce que c'est assez valorisé de faire une méta-analyse, ça apporte beaucoup d'informations, je vous ai dit, ça change les pratiques. Et on en fait de plus en plus. Tel point que dans certaines spécialités, on a des méta-analyses qui sont redondantes. Des méta-analyses qui sont redondantes, c'est-à-dire des méta-analyses sur le même sujet. Voilà. Donc moi, c'est mon job hein, à l'hôpital, je fais des méta-analyses pour les collègues, donc ils viennent me voir. Première chose que je leur demande quand ils veulent faire une méta-analyse, c'est est-ce qu'il y en a déjà une sur le sujet ? Ils me disent oui. Je leur dis quand ? L'année dernière. Je dis est-ce qu'il y a des nouvelles études depuis ? Ils me disent non. Je leur dis il n'y a pas d'intérêt. Mais ils ne reviennent plus me voir. Bon, voilà. Et c'est comme ça. Et des méta-analyses redondantes, il y en a sur plein de sujets. Alors je vais prendre un sujet que moi j'aime bien, c'est un sujet sur l'alcoolodépendance. Et deux médicaments qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau, l'analtrexone et le nalméphène. C'est vraiment des médicaments, alors bon, vous n'êtes pas chimiste, moi non plus, mais ils sont très proches. Et ils sont très proches et ils n'ont pas été comparés dans une étude randomisée qui les compare l'un par rapport à l'autre, sachant que l'un est plus vieux que l'autre, et en fait l'autre est plus nouveau, et finalement apporte peut-être pas grand-chose par rapport à l'autre. Bon, il utilise une application un peu différente, qui tient plus de l'astuce que d'autres choses. Bon, en tout cas, deux médicaments, d'accord ? Et pas comparés directement entre eux. Donc, une solution, c'est de faire des méta-analyses en comparaison indirecte, pour les comparer. Et une première méta-analyse en comparaison indirecte, qui est publiée dans une revue allemande, du coup, montre que le nalméphène est meilleur que le naltrexone. Voilà. Bon, nous, en parallèle, on faisait notre méta-analyse, et puis on n'a trouvé aucune différence entre les deux. Et là, vous êtes bien embêtés, parce qu'en fait, finalement, ce qui est censé être le haut de la pyramide, le plus solide en tout cas, pour informer vos décisions, pour traiter vos patients, pour faire vos recommandations, et en tout cas, se trouve pas reproductible. Voilà. Alors, on a essayé de creuser un peu plus la chose, c'est-à-dire qu'au lieu d'en faire deux des méta-analyses, on en a fait 9000.
Donc on en a fait 9000 en fait en récupérant toutes les études naltrexone, toutes les études nalméphène contre placebo, et en faisant varier légèrement les critères d'inclusion. Donc je vous ai mis la liste sur la gauche, vous voyez. Alors soit vous dites, c'est pas grave, hein, parce que vous n'avez pas besoin de la lire, de toute manière je vais aller tellement vite sur le diapo qu'elle ne sert à rien. Mais bref, on a fait une liste, vous avez vu, un peu à la Prévert, alors avec des petits choix, du style on prend les gens qui ont des comorbidités ou pas, des comorbidités psychiatriques, des comorbidités somatiques, alors vous avez tout un tas de comorbidités en médecine, parce que la médecine c'est quand même compliqué. Et donc vous pouvez faire en fait plein de combinaisons de choix différents, du coup, de choix de critères, de choix de temps à laquelle vous incluez les études, etc. Donc vous pouvez faire 9000 études. Par contre, vous voyez quand même la figure de droite, d'accord? La figure de droite, elle présente l'effect size en abscisse, d'accord? En ordonnée, elle présente la significativité statistique, d'accord? Un effect size en dessous de 0 favorise le nalméphène, un effect size au-dessus de 0 favorise la naltrexone, d'accord? Chaque point que vous voyez correspond à une des méta-analyses que j'ai obtenues dans mes combinaisons. Donc, je suis capable de vous démontrer que la nalméphène est supérieure en naltrexone, que la naltrexone est supérieure en nalméphène, et que vraisemblablement, le plus souvent, en tout cas le plus souvent, je ne sais pas si c'est le plus pertinent, il n'y a pas de différence entre les deux. D'accord ? Alors ça c'est vrai pour le nalméphène, mais on l'a fait ici aussi avec Caroline et Manel, à propos de l'acupuncture. Voilà. Donc là c'est juste des études contre placebo. Donc dans des études contre placebo, ce n'est pas des comparaisons indirectes. Lorsqu'on poule toutes ces études, qu'on peut retrouver en faisant une revue systématique de la littérature, des méta-analyses, on est capable de vous montrer que l'acupuncture est supérieure quand même au placebo ou à l'absence de soins ou au contrôle en tout cas. On peut vous montrer qu'il n'y a pas de différence entre les deux assez facilement. Et dans un très petit nombre de cas, on peut vous montrer que l'absence de soins ou le placebo est meilleur que l'acupuncture, mais ça reste là très modéré, d'accord ? Mais en tout cas, on peut faire dire ce qu'on veut aux méta-analyses et c'est un petit peu embêtant. Alors vous me direz, c'est pas grave, parce qu'en médecine, bon, on a cette pyramide avec les méta-analyses au top, mais au top des méta-analyses, on a les méta-analyses de la fondation Cochrane, la collaboration Cochrane, d'accord ? Qui d'ailleurs, au passage, a très récemment perdu son petit terme de collaboration. On les appelle plus que Cochrane maintenant. Bref, on a les méta-analyses Cochrane. Et ces méta-analyses Cochrane, en fait, elles sont très réputées, d'accord ? Très réputées. Bon, jusqu'à pas longtemps, parce que là, on a une grosse polémique sur la méta-analyse HPV, et la Cochrane a un peu pris feu. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont décidé de virer un de leurs membres de leur comité éditorial, qui s'était opposé aux autres en disant « votre méta-analyse, elle est mauvaise ». Bon, il avait une voix un peu forte et dissonante, il n'aimait pas toujours. Bref, il s'est fait virer, mais à côté de ça, il y en a 5 qui ont démissionné du comité finalement exécutif de la Cochrane, ce qui fait qu'ils sont dans une grosse crise. Et quand on lit le BMJ récemment à propos de cette crise, une journaliste, en fait, identifie le problème. Alors, effectivement, comme un problème de personne, il y en avait un qui prenait position, qui disait non, je ne suis pas d'accord, etc. Ceci dit, c'est normal aussi dans la science qu'on puisse exprimer nos désaccords les uns par rapport aux autres, parce qu'il y en a, et dans l'évaluation des traitements, il y en a énormément. Mais elle analysait les choses un peu plus profondément, et elle disait qu'en fait, le problème de fond chez la Cochrane, c'est qu'il y avait une espèce de scission entre deux courants un peu de pensée dans Cochrane. Un qui disait on peut se baser sur les preuves qu'on a dans les articles, parce que c'est suffisant, elles sont bien rapportées, etc. Et un autre courant de pensée qui dit non, il ne faut pas croire ce qu'il y a dans les articles, et il nous faut les données sources, et il nous faut des données sources, et seulement les données sources, on peut les croire. Voilà. Et c'est là où il y a une grosse discussion, et c'est vrai, en fait, ce que disait Jan Lesner, une journaliste qui travaille pour le BMJ, elle disait, est-ce que c'est être radical, en fait, que de vouloir les données sources d'un essai, quand on sait à quel point les informations sont distordues ou pas, etc. Donc, je vais vous donner un exemple qui m'intéresse en tant que psychiatre. Ça, c'est les études sur les antidépresseurs, d'accord, soumises à la FDA. Au-dessus, vous avez les études positives. En dessous, vous avez les études négatives, d'accord ? Ce que je vous montre là, c'est les études que vous allez voir quand vous allez faire la littérature et quand vous allez chercher sur PubMed, etc., les bases. Si je vous montre maintenant les études telles qu'elles ont été soumises à la FDA, c'est comme ça. D'accord ? Donc autant d'études positives que d'études négatives, mais les études négatives ne passent pas. Voilà. Premier truc, il ne passe pas. Et deuxième truc, si vous regardez de près, alors je ne sais pas si je peux repartir en arrière avec ça. Ouais. Vous voyez ici la 4, 5, 6, 7, vous voyez cette colonne-là. Et ça, c'est comme elles sont publiées. Et ça, boum, c'est comme elles sont analysées par la FDA. Vous voyez 6, 7, en fait, sont analysées négatives, mais publiées comme positives. D'accord ? Bon, alors, on a plein de problèmes de reproductibilité, et il y a d'ailleurs peut-être moins quand même en recherche thérapeutique qu'ailleurs, parce qu'on enregistre les choses a priori. D'accord ?
Mais les problèmes de reproducibilité, en fait, ils viennent de brèches qu'on a tout au cours de notre cycle hypothético-déductif qu'on doit utiliser quand on fait de la recherche. Première chose, c'est générer, faire nos hypothèses, designer nos études, conduire les études et collecter les données, analyser les données, faire les hypothèses, interpréter les résultats, publier, et à partir de ces publications, d'autres vont construire d'autres hypothèses, et on a tourné, etc. Et c'est un cercle plutôt vertueux. Le problème, c'est que ce cercle, il peut être un peu corrompu à des endroits X ou Y, quoi, pour plein de raisons. Donc une des raisons, c'est par exemple parce qu'on a fait des études qui manquent de puissance. Donc on ne trouve pas le résultat qu'on attendait. Donc ça a tendance à faire plus d'études négatives que positives. Mais le problème aussi, c'est que comme elles sont négatives et qu'on aime bien les résultats positifs, on a tendance à se poser une autre question sur le jeu de données. Et donc du coup, explorer une autre question. Et donc faire un test qui n'était pas prévu. Et donc trouver un résultat qui n'était pas prévu. Et puis parfois, ce qui se passe, c'est qu'on dit, tu vas m'analyser les 10 premiers patients. Et donc sur les 10 premiers patients, forcément, on ne trouve pas le résultat attendu. Et puis on va trouver un autre résultat. On va dire, mais 10 c'est pas assez, on va en rajouter 12. Sauf qu'entre-temps, on a refait l'hypothèse de début sur la base de ce qu'on avait avec les 10 premiers patients. Et puis finalement, on va déduire le résultat de notre étude. C'est ce qu'on appelle le arcing, hypothesis after the results are known. Et finalement, on va un petit peu corrompre le problème. Voilà. Et donc tout ce petit chemin peut faire un petit peu que les résultats ne soient pas si terribles. Alors en recherche finalement thérapeutique, on enregistre a priori les essais. Dans les autres domaines de la recherche biomédicale, je pense que c'est encouragé plutôt d'enregistrer a priori ce qu'on veut faire. Donc voilà. Alors qu'est-ce que ça veut dire la reproductibilité ? Et en fait, il y a 3 choses vraiment importantes. La première chose, c'est la méthode. Reproductivité des méthodes. C'est-à-dire qu'il faut que, quand on écrit un article, nous, on soit capable d'expliquer aux autres avec suffisamment de détails ce qu'on a fait pour qu'ils soient capables de refaire. Et vous allez voir, je vais vous donner peut-être quelques exemples, c'est pas gagné toujours, c'est loin d'être gagné. Et par exemple, quand on met au point une psychothérapie, et qu'on veut on lit un article sur une psychothérapie qu'on aimerait bien mettre en place parce qu'elle a fait mieux que le contrôle dans l'étude, et quand on lit l'article sur la psychothérapie, on est bien en mal de mettre en place la psychothérapie, parce qu'elle est décrite en 10 mots dans l'article, quoi. Donc, en tout cas, reproductibilité des méthodes, ça doit être, on doit être capable d'expliquer en détail ce qu'on a fait, et dans tous les sens. Reproductibilité des résultats, c'est ce que je vous ai montré avec les études de psychologie, d'accord ? C'est assez difficile en recherche thérapeutique parce que en recherche thérapeutique, elle coûte cher. Et donc du coup, refaire une étude rien que pour confirmer le résultat d'une précédente, on le fait à force un petit peu, mais on le fait sûrement pas assez et c'est dur à faire. D'accord ? Et un troisième domaine de la reproductibilité, c'est la reproductibilité inférentielle, celle-là directement à laquelle fait part à la Cochrane, c'est-à-dire est-ce qu'à partir des données de l'étude, on est capable d'arriver aux mêmes conclusions, ce qui implique l'analyse de ces données et ce qui implique l'interprétation qui est faite des résultats de l'analyse. D'accord ? Et cette reproductibilité-là, elle est un peu source en fait de ce qui pose problème en ce moment à la Cochrane. Elle est un peu source, et c'est vrai que pour l'instant, en fait, on n'est pas capable de dire si les essais qu'on a, les essais thérapeutiques sur lesquels on se base pour faire nos décisions médicales, sont si reproductibles que ça de ce point de vue-là, pour la bonne et simple raison en fait que les données ne sont pas disponibles et n'ont jamais été disponibles. Alors on a des exemples. Alors le problème c'est qu'avec les exemples, on a des mauvais exemples. Donc vous avez l'étude 329 dans le traitement de la dépression de l'enfant et de l'adolescent. Donc l'article publié par les meilleurs auteurs américains de l'époque illustrait le fait que la paroxétine était efficace et bien tolérée pour traiter les enfants et les adolescents. Alors le problème c'est que c'était pas ça, et donc une réanalyse en fait vient remettre en cause ces questions. Donc c'était pas efficace, et non seulement c'était pas efficace, mais en plus certains événements comme les événements suicidaires étaient sous-estimés parce que mal comptés, parce que déclarés par exemple comme de la labilité émotionnelle. Donc c'est vrai que quand vous êtes un peu suicidaire, parfois émotionnellement c'est un petit peu labile, quoi. Donc du coup vous pouvez coter ça comme ça. Bon, ça rentre plus dans le côté suicidaire et voilà. Et quand on fait une revue systématique de toutes ces études reproduites dans la littérature, on en trouve très peu. Vous voyez, en 2014, on a trouvé à peu près 37 études qui avaient été réanalysées sur l'ensemble des essais. Donc vous imaginez, c'est énorme. Seulement 37 ont été réalisées et uniquement 5 par des équipes indépendantes. D'accord ? Donc autant vous dire que la réanalyse, pour l'instant, en fait, on n'en sait pas grand-chose. Pas grand-chose. Quand vous prenez la littérature médicale et que vous regardez combien de journaux partagent
de combien d'articles partagent les données pour arriver à leur conclusion. Et ben, jusqu'à présent, c'était quasiment 0. Très très peu. D'accord ? Alors les éditeurs se sont dit c'est pas normal. Les éditeurs de recherche médicale, l'ICJME, ceux qui nous ont imposé en 2005 d'enregistrer a priori nos essais, ils se sont dit c'est pas normal. Donc ils ont dit on va obliger les gens à partager leurs données. Pourquoi ? Parce qu'il y a une obligation éthique derrière. D'accord ? L'obligation éthique, c'est que puisque les gens en fait se sont mis à risque pour partager à l'essai, on leur doit au moins de maximiser le bénéfice qu'on peut tirer de leurs données. Donc maximiser le bénéfice, ça veut dire être capable déjà de vérifier les conclusions, ça c'est une première chose. Être capable ensuite de faire des méta-analyses sur données individuelles, parce que finalement on va pouvoir faire progresser les choses un peu plus vite. Et éventuellement être capable de faire des analyses secondaires, sous respect qu'on respecte ces analyses secondaires et qu'on soit bien explicite par rapport à ça, et que ça nous évite de mettre à nouveau des gens à risque dans une étude pour collecter des données qu'on aurait déjà par ailleurs. Donc voilà les trois enfin voilà. Et donc eux ils parlent carrément, je vous l'ai mis en rouge, hein, boum, obligation éthique, c'est-à-dire que c'est un mot important quoi. Alors c'est un mot important, sauf que lever de bouclier de tous les gens qui font des essais pour plein de raisons, et que l'année d'après, simplement un petit pas en arrière en disant ce n'est plus une obligation de partager des données, mais ça va être une obligation d'écrire dans votre article ce que vous allez faire de données. Donc si vous prévoyez de les partager ou si vous prévoyez de ne pas les partager. Et comme ils ont beaucoup d'influence, je ne vous cache pas que ça marche. Parce que maintenant vous avez des articles qui disent ça en disant eh bien, très explicitement, les données ne seront pas disponibles. Voilà, circulez. Heureusement, vous dites que vous avez les autorités sanitaires qui nous protègent. Et donc, du coup, qui vont nous permettre de mettre le plein pot sur la transparence. Et parmi ces autorités sanitaires, vous avez l'EMA, du coup, qui, donc, fanfare et trompette, du coup, annonce qu'ils vont partager les données sources des études sur lesquelles ils se basent pour donner des AMM européennes. Ce qui est extrêmement utile et indépendant et transparent. Sauf que on vit dans un monde où il y a le Brexit, que la charge de travail elle est importante et qu'on a repoussé ce projet à des horizons pour l'instant inconnus. Voilà, alors deux journaux, PLOS Médecine et BMJ, ont une politique forte de partage des données. C'est-à-dire que si vous publiez chez eux, ils vous obligent à partager les données. En tout cas, à l'écrire dans l'article. Pas simplement que les données vont être partagées ou pas, ils vous obligent à écrire que vous allez les partager d'une manière ou d'une autre et d'expliquer comment vous allez faire. Donc on s'est dit, on va contacter les auteurs de ces journaux pour vérifier si on peut avoir les données. Et donc c'est ce qu'on a fait. Et en fait on a trouvé 37 études éligibles sur 1 an et demi, 2 ans, ce qui veut dire que BMJ et PLOS Médecine sont des journaux qui publient très peu d'essais, ce qui explique aussi pourquoi ils ont le courage de prendre ces politiques-là, parce que pour eux, ça ne change rien, en fait. Ils ne vont pas les perdre, les essais, puisqu'ils ne les ont pas. 37 essais, et sur les 37, 17, en fait, nous ont fourni les données. 17, d'accord ? Sur ces 17, en fait, on a été capable de reproduire sans aucun souci les résultats de 14, enfin sans aucun souci, on a eu des petits soucis, mais en tout cas, on reproduisait, et on considérait que la conclusion était la même. Dans un cas, on a trouvé une erreur dans le code, mais finalement on arrive à peu près au même résultat. Mais l'erreur dans le code, c'était quand même du style, vous avez des données qui sont répétées, et elles sont considérées comme des données indépendantes. C'est-à-dire au début, vous avez 60 patients, et à la fin, en fait, vous avez 60, vous avez 60 fois 4 ou 5 patients, quoi. Donc vous avez gonflé votre effet. Donc ça peut être considéré comme une grosse erreur. Bon, mais ceci dit, ça ne changeait pas le résultat, je vous rassure. Voilà. Et puis un autre essai, en fait, qu'on n'a pas réussi à reproduire, donc qui était déjà négatif à la base, donc il est resté négatif. Seulement quand on a pris contact avec l'auteur pour savoir ce qui s'était passé, l'auteur n'était pas en mesure de nous dire parce qu'ils n'avaient pas non plus leur code. Simplement, ils ont refait leurs analyses et ils nous ont dit qu'effectivement, ils s'étaient trompés, que ça foutait les boules, mais que en fait, voilà, c'est tout. Mais ils ne savaient pas pourquoi. Donc bref, une analyse. Seulement, dans le cas des analyses quand même, des mesures répétées, il suffisait de faire tourner leur code en fait pour s'en apercevoir. Donc vous avez des journaux qui imposent de partage des données, notamment pour le peer review, et des reviewers qui ne font même pas tourner le code. Bon, c'est peut-être un petit peu embêtant quand on demande aux auteurs de partager. Et puis dans l'autre, en fait, les erreurs qu'on a trouvées, elles se voyaient à l'œil nu, parce que vous aviez des différences de moyenne qui n'étaient pas au milieu des intervalles de confiance. Donc en fait, vous n'avez pas forcément besoin de réanalyser pour le voir. Bon, bref.
Mais voilà, donc on avait des jeux de données très particuliers, parce que les études publiées dans le BMJ et dans PLOS Médecine, c'est des grosses études, parfois en cluster pour PLOS Médecine, parce que c'est de la santé publique et c'est des maladies comme le paludisme, etc. Donc c'est des grosses études. C'est pas les études toutes venantes, quoi. Et vraiment peu d'études financées par l'industrie, parce que c'est des revues qui n'ont pas forcément une politique très favorable par rapport à ça non plus. Ok, donc surtout, on n'interprète pas ça comme étant toutes les études, hein. C'est un exemple dans 2 journaux qui sont un peu pionniers, qui sont très particuliers, d'accord. Deuxième chose, je vous donne un petit détail des manières de partager les données pour les gens. Ça, c'est intéressant en fait de voir à quel point ils étaient hétérogènes dans leur manière de partager. Certains ne savaient pas du tout. C'est-à-dire que vous avez des journaux qui disent pour publier chez nous, il faut partager les données. Les scientifiques disent ok, pas de problème. Mais quand vous venez leur demander les données, ils disent bah ouais, mais comment on fait? On ne sait pas en fait. Ils n'avaient pas prévu le truc. En fait, simplement ils voulaient être publiés, donc ils ont dit ok, on s'engage à le faire. Et donc ça, c'est ceux qui nous répondent déjà, hein, parce qu'il y a les 50% qui ne nous répondent pas. Donc effectivement, vous pouvez les contacter par mail. Alors quand vous les contactez par mail, ce qui se passe, c'est ça, généralement, ils ne vous répondent pas. Parfois, ils vous répondent ça directement. Donc ça, c'était une des réponses. La première réponse que j'ai obtenue. Bah oui, bonjour Florian. Voilà notre étude. Donc là, j'ai le tableau Excel, j'ai les dates de naissance, j'ai plein de trucs, quoi. Voilà. Bon, mais ça, ouais, direct. Bon, alors il y en a d'autres par contre qui sont très organisés. Et les Anglais, ils sont très bien organisés. Et donc eux, vous passez par un gestionnaire de données qui gère la base, mais qui est indépendant des gens qui ont fait l'étude. Donc déjà, s'il décide s'il vous la passe ou pas, c'est pas du tout teinté de conflit d'intérêt, puisque lui, il n'en a aucun. D'accord. Il vous envoie aussi un agreement pour partager. Donc vous le remplissez, vous mettez d'accord. Et ensuite vous avez des droits et des devoirs dans le partage, notamment par exemple de détruire la base une fois que vous l'avez utilisée pour l'utilisation que vous aviez voulu. Voilà. Alors il y en a d'autres, c'est plus open dart, c'est-à-dire qu'elles sont directement disponibles sur Internet, donc vous pouvez y aller. Dont un jeu de données par exemple, où j'avais tout ce qu'il me fallait pour réaliser l'étude, sauf la randomisation, ce qu'il avait oublié. Mais par contre j'avais les dates de naissance et les codes postaux. Bon, du coup, voilà. Donc vous pouvez trouver ça. Vous pouvez... Voilà. Et puis il y a des limites aussi. Alors les gens ils sont un peu grognons quand vous leur demandez leurs données et parce qu'il faut une balance bénéfice-risque à vous les passer. Et c'est vrai qu'il peut y avoir une balance bénéfice-risque à faire. Et déjà il y a des coûts en fait. Partager des données ça peut coûter cher. Certains ont dû traduire leurs données, alors pas forcément pour nous, ce qu'ils ne l'auraient pas fait pour nous, mais ils l'ont fait pour d'autres études, de traduire par exemple de l'allemand vers l'anglais, quoi, pour que ce soit compréhensible de tous. Ils l'auraient pas fait pour nous parce que justement ils attribuent peut-être un petit peu moins de valeur à une réanalyse, c'est-à-dire à vérifier la reproducibilité de ce qu'ils ont fait, qu'à une méta sur données individuelles, parce qu'effectivement une réanalyse c'est dangereux pour eux, ça peut dire qu'ils se sont trompés. Certains perçoivent aussi le fait comme en disant bah on se sent menacé parce que finalement ils vont nous attaquer en fait sur ce qu'on a fait. En plus certains vont dire ouais c'est des guignols parce qu'ils vont réanalyser les données en 3 jours alors que nous on a mis 6 mois à les analyser, on connaît notre jeu de données et donc en fait s'ils ont un résultat différent c'est sûrement eux qui se trompent et ça c'est vrai parce qu'en fait nous quand on réanalysait, moi dès que je me trompais je demandais à une statisticienne d'aller derrière, enfin dès que je me trompais, j'arrivais à un autre résultat, je demandais à une statisticienne de vérifier et bien souvent en fait on se rendait compte que c'était plutôt moi qui avais fait l'erreur plutôt que les auteurs originaux, hein, ça, c'est clair, donc il faut faire attention avec ça. Donc il y en avait pas mal qui ne savaient pas comment faire, donc certains qui me demandaient comment faisaient les autres pour faire comme les autres. Et puis dans tous les cas en fait c'était quand même compliqué, il fallait, même si les données étaient disponibles sur internet, il fallait bien souvent contacter les autres. C'est-à-dire qu'en fait quand vous commencez à partager vos données, il ne faut pas se dire qu'on s'arrête à partager les données, c'est-à-dire qu'on va commencer à partager, à travailler de manière collaborative avec les autres. Et ça change aussi un petit peu la donne dans un monde où on est un peu tous en concurrence les uns par rapport aux autres. Là, vous êtes forcé de toute manière de les recontacter, de savoir si ça s'était utilisé comme ça, qu'est-ce que ça voulait dire, etc. Ou alors les métadonnées sont parfaites, ou alors tout est parfait. Mais même quand tout est parfait, c'est compliqué. Voilà. Alors bien sûr, on a 2 journaux très sélectionnés, et on a reproduit les analyses comme elles étaient écrites dans l'article, et pas comme on aurait nécessairement aimé qu'elles soient faites. D'accord ? Parce que parfois, quand vous lisez l'article, vous dites c'est analysé bien bizarrement. Donc nous on a fait bizarrement comme c'était prévu dans l'article. Maintenant la question qui va suivre c'est qu'est-ce qui se passe quand on analyse les choses
selon les standards, quoi, et un petit peu à l'aveugle de ce qui a été fait dans l'article. Donc une grosse question. Et puis une autre question, c'est que nous, la disponibilité, donc ça, on est en train de le faire. On a 2 doctorants qui sont mis au travail là-dessus pour réanalyser tout un tas d'études qui sont partagées sur tout un tas de plateformes. Et pour réanalyser plus ou moins, le plus possible en aveugle. Une autre question qui se pose, c'est que les études pour l'instant qui évaluent le partage des données ont comme critère le fait que les données soient disponibles. Mais les données soient disponibles en soi, c'est un critère très intermédiaire. En fait, on n'en a rien à faire. Ce qui nous intéresse, c'est que ces données soient disponibles, qu'elles soient réutilisées à bon escient et pas à mauvais escient, et qu'elles fassent avancer la science plus vite, quoi. Donc du coup, on a besoin, je pense, d'études aussi pour convaincre les gens qui font des essais que partager les données, ça permet aux choses d'avancer plus vite, de se corriger plus vite et de faire des découvertes plus rapides. Donc c'est les étapes qu'on a en cours et qui sont les étapes suivantes. C'est des étapes qui sont nécessaires parce que sinon on continuera, ceux qui font de la réanalyse de données, de la reproductivité, à se faire appeler parasite, vous voyez, par l'éditeur du New England Journal of Medicine. Et ce genre de papier passe très mal dans la communauté des parasites, ou plutôt très bien, puisque maintenant on a créé un prix des parasites pour les gens qui souhaitent réutiliser les données et a fortiori le mieux possible les autres. On a créé un prix des hôtes, parce que vous n'avez pas de parasites si vous n'avez pas d'hôtes, donc il faut aussi récompenser les gens qui partagent, en fait. Alors ça vous fait marrer, mais c'est extrêmement important, parce que les problèmes de reproductivité, ils sont très liés à la manière dont on récompense les scientifiques. Vous savez, nous on est des scientifiques, et quand on est récompensé, on est content, en fait, comme un peu des rats, quoi. Et donc, voilà. Je pense qu'on a besoin de définir des nouveaux critères pour nous recruter, pour nous promouvoir, et qui soient des critères qui soient basés justement sur ces notions de reproductivité. C'est-à-dire qu'au lieu de faire plein de découvertes, au lieu qu'elles soient fantastiques et qu'elles intéressent tout le monde, mais qu'elles ne se vérifient jamais, en fait, qu'on nous finalement juge au fait que on fait avancer les choses le plus vite possible, mais en tout cas avec des choses qui soient solides et sur lesquelles on n'a pas besoin de revenir. Donc voilà, c'est ça, on a besoin d'incitatifs en fait pour faire de la recherche plus reproductible, pour essayer de rétablir le cercle que je vous ai montré au début. Et alors là je remercie tous les gens, donc dans cette salle il n'y en a pas, mais c'est arrivé plein de fois en fait que je fasse cette présentation avec des gens qui m'ont prêté des données et étonnamment certains qui m'ont invité du coup depuis à aller ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait si vous avez commencé à faire si vous avez commencé à être un parasite, en fait, les autres vont vous inviter chez eux et c'est plutôt sympa quand ils habitent dans un endroit un peu exotique, quoi. Voilà. Mais c'est moins sympa, bon, ça dépend, quoi. Bref, voilà. Moi, j'ai rien de plus. Merci. Et j'espère que je suis dans les temps. J'ai été vite. Hein. Voilà. Non, c'est parfait. Merci. Merci beaucoup, Florian. Moi, j'avoue que je suis assez pleine d'empathie avec ces auteurs. Dès qu'on me demande mon code, je blémis, j'ai peur de... voilà, donc je comprends complètement. Je ne sais pas s'il y a des questions. Il y a juste une petite remarque, parce que dans PLOS, il y a plusieurs revues effectivement qui demandent qu'on envoie, alors nous pas PLOS Médecine, c'était PLOS, c'est moins bien, mais qui demandent qu'on envoie les données systématiquement, y compris pour nos études observationnelles. En fait, on est souvent bloqué parce que quand on a démarré nos études il y a 10 ans, machin, on a dit à la clinique que jamais on partagerait, que jamais on donnerait, que jamais ça sortirait de chez nous. Et donc du coup, on ne peut pas partager. Et donc voilà, c'était juste, voilà, c'est pas qu'on veut pas, c'est juste que si c'est pas conçu au départ comme ça, et surtout pour obtenir l'autorisation de la CNIL, on est souvent obligé de dire à quel point on va être très précautionneux avec nos données. Je sais, on y travaille un peu. On les a rencontrés un petit peu pour essayer de travailler sur ces questions, plus sur les essais. Donc, plus sur les essais. Moi je travaille plus sur les essais quand même. Mais voilà, après je pense que c'est pas limitant pour vous chez PLOS, parce que si vous leur donnez la raison pour laquelle vous pouvez partager, c'est-à-dire que cette raison elle est plus ou moins légale en fait et réglementaire, ils acceptent quoi en fait. Ce qui se passe c'est qu'ils demandent la raison en fait. Du coup ça aide pas le processus. Ça aide pas. Et les Américains ont une vision assez différente en fait de ça. C'est-à-dire que quand je suis revenu ici, j'étais en Amérique, moi j'ai commencé à travailler là-dessus.
Et on sentait que bon, les choses allaient s'ouvrir quoi, assez facilement et sans trop de restrictions. Quoi. Ici, on sent que c'est un petit peu différent. Et on pense le versant éthique d'une manière très différente. Vous savez, là-bas, l'éthique, c'est il faut maximiser le bénéfice qu'on peut tirer de ces données. Voilà. Ici, l'éthique, c'est principalement il faut protéger, du coup. Voilà. Et donc, il y a une dimension entre les deux qu'il faut qu'on essaie d'équilibrer, de trouver. On va la trouver, hein, je pense. On va la trouver. Mais si on arrive à anonymiser complètement, c'est pas envisageable pour la CNIL si on arrive à anonymiser complètement. Le problème, c'est que tu peux difficilement anonymiser complètement quelque chose sans qu'il perde sa valeur, du coup, informative. Ouais. Tu vois, moi j'ai des données qui ont été partagées, que j'ai eu du mal à reproduire, parce que l'analyse était ajustée sur l'âge et sur le sexe, et que pour des soucis d'anonymisation, eux, ils l'avaient enlevé dans le jeu de données. Voilà. Mais la CNIL, elle n'interdit pas qu'on partage. Elle peut s'objecter à ce qu'on rende public un jeu de données, une base de données, mais elle n'est pas contre le fait qu'on ait des collaborations. Donc dans PLOS, par exemple, on peut dire les datas sont available upon request. Oui, le matin, disons, pour prévenir les personnes. Mais c'est la réutilisation. Faut demander l'autorisation des personnes. Ah bah oui, mais tu mets dans la note d'information au départ. Pour les 10 ans à venir, pour les 10 ans passés, c'est ça. Oui, parce que souvent on dit qu'on va l'utiliser pour une recherche donnée qui est très bien définie, etc. Et c'est sûr que si, parce que c'est d'un point de vue épistémologique, se dire que la question de la reproductibilité, tout ça, ça va être vérifié, que d'autres vont pouvoir le relire, c'est drôlement intéressant, mais jusqu'à maintenant, on ne l'a jamais intégré dans les protocoles, quoi. Donc c'était pas écrit, c'est vrai. Ouais. C'est important, je pense. C'est une modification de l'état d'esprit, quoi, mais qui est drôlement intéressante. Hein. Disons que c'est assez scandaleux que pour l'instant, certaines études qui sont très débattues, qui sont discutées, on n'ait pas accès aux données pour les vérifier. Ça c'est compliqué quand même. Hein. Moi j'avais juste une autre remarque un peu, c'est que dans ce que vous avez présenté, au fond, votre productivité égale partage. Enfin, j'exagère parce que vous avez parlé de choses au départ différentes, mais enfin, disons que les 2 tiers, c'était ça. Ouais. Moi, je ne suis pas complètement convaincu, parce que ça veut dire que ce à quoi on s'intéresse, c'est la façon dont les gens ont analysé presque sur le plan méthodologique les données. Alors, il peut y avoir des erreurs, c'est pas ça que je veux dire. J'ai pas retenu tous les chiffres, mais j'ai l'impression que sur ceux que vous avez regardés, c'était une erreur sur 17. Donc on n'est quand même pas sur des chiffres, enfin bon, puis en plus il y a des petits nombres, etc. Donc il faudrait vérifier, enfin, c'est pas si... Et moi j'ai l'impression que les questions de reproductibilité, moi je les mettrais à un autre niveau, c'est-à-dire que quand on prend des essais, on ne sait pas très bien qui a accepté, qui a refusé de participer à l'essai. Enfin, c'est toute la discussion qu'il y a sur leur généralisation après dans la population, et l'intérêt des études observationnelles qui peuvent compléter, mais enfin bref, c'est une autre discussion, mais ça on c'est pas bien. Est-ce que c'est reproduit? Est-ce que ce point-là est reproductible ou pas? Et ça soit reproduit. C'est pas une question de partage pour recommencer, quoi. Et moi j'ai l'impression quand même, et l'autre chose aussi, c'est quand on partage les données, qu'est-ce que c'est que les données qu'on partage? Qu'est-ce qu'elles ont eu comme traitement avant? C'est-à-dire, il y a les données brutes, et puis il y a tout le bazar que, alors moi je suis pas trop familier avec les essais, mais enfin, les quelques auxquels j'ai participé, il y a quand même un certain bazar qu'on n'a pas très envie de raconter entre les données brutes et les données qu'on va pouvoir montrer aux gens. Parce qu'il y a ah oui, mais celui-là on l'enlève parce que oui, mais on sait bien, c'était dans tel centre et puis ils ont fait n'importe quoi à cette époque. Enfin bon, des choses comme ce qui sont peut-être vraies. Je ne discute pas qu'il ne fallait pas faire comme ça. Mais enfin, qui va contrôler ce. Enfin, s'il s'agit de contrôler ça, qui va regarder ça. Donc je crois quand même que ça vaut le coup d'élargir un peu et peut-être d'aller, mais c'est ce qui se fait un peu quand il y a des essais sur différents sujets, puis c'est ce qui se fait en épidémie de façon... les articles se terminent de façon chronique, alors d'autres études sont nécessaires, c'est agaçant de côté. Mais est-ce qu'il correspond un peu à cette idée-là qu'il faudra commencer? Donc moi j'aurais plutôt tendance à insister sur l'aspect... oui, alors après, je suis d'accord avec vous. En fait. Et les études, alors, dernier point, les études négatives que vous avez montrées là, je ne sais pas, enfin, il y en avait plus, celles qui étaient soumises ou pas, est-ce qu'elles avaient la bonne puissance? Enfin, il y a toute cette question-là, j'aime pas le mot négatif, parce qu'une étude non significative, elle peut être positive si elle est faite avec ce sujet. Donc, c'est pas un reproche que je vous fais, parce que c'est ça. Hein. Disons, alors il y a plein de questions, mais alors, en tout cas, je suis d'accord avec vous, quand je parle de reproductibilité dans la première partie, dans la deuxième partie, c'est pas tout à fait la même.
La deuxième partie, c'est purement la reproductibilité inférentielle. Voilà, c'est celle qu'on a avec les données. Et je suis d'accord avec vous que ça dépend des données qui sont partagées. Et ça, on a regardé aussi. Après, le problème, c'est qu'en une demi-heure, j'ai pas le temps de tout décrire. Mais en fait, en gros, ce que les gens partagent, c'est des données analysables. Et c'est vrai que la reproductibilité sur des données analysables, à mon avis, elle est très bonne. D'accord ? Quand elles sont dans un état, juste à faire un test de T. Ça revient à dire, est-ce que le test de T est reproductible d'un ordinateur sur un autre ? Bon, en général, c'est reproductible. C'est beaucoup plus compliqué quand vous avez les données qui sont directement issues du CRF, qu'il faut reconstituer avec des variables à calculer, avec des choses qui sont mesurées de manière différente. Et ça, on a eu aussi le cas dans certains. Et en tout cas, on a réussi à reproduire, mais là, il fallait s'accrocher sérieusement. Et en tout cas, c'est ce qu'on va étudier dans ce qui vient. D'accord ? Donc le reste de la reproductivité, ouais, forcément, on a une petite idée avec les méta-analyses. Forcément, quand on fait des méta-analyses, on a des études plus ou moins identiques. Voilà, donc on a une petite idée de ce que c'est que le manque de reproductibilité via ça. Mais ce n'était pas l'objet de là aujourd'hui, hein, du coup. Et sur les études sur les antidépresseurs, en fait, elles manquent toutes de puissance, qu'elles soient positives ou négatives, et c'est ça le problème, en fait. C'est que c'est sûrement beaucoup plus efficace de faire des études qui manquent de puissance et de publier que les positives, entre guillemets, parce qu'en plus, ça va être celles qui montrent une taille d'effet peut-être plus importante, etc., voilà, par chance, que de faire, en fait, quelques études suffisamment puissantes. Et en fait, on devrait faire ça dans plein d'autres domaines, en fait. Faire peu d'études, mais des bonnes études. Et ça, alors il y a d'autres sortes de domaines que les antidépresseurs, c'est la catastrophe. Hein. Là, on travaille sur la TMS, la RTMS, dans les traitements des maladies neuropsychiatriques. Bon, c'est une catastrophe. On a de l'excès de significativité comme on ne peut pas s'imaginer dans cette littérature. Bref, mais oui, en tout cas, je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Moi, je crois quand même que le problème des essais thérapeutiques, c'est le premier problème, c'est celui des essais qui ne sont pas publiés. C'est très bien raconté par Ben Goldacre dans son bouquin Bad Pharma. C'est tous les essais, ceux qui sont en dessous de la ligne de flottaison, qui sont éventuellement soumis à la LDA et qu'on ne voit jamais. Et donc il y a ce truc dont on a parlé qui s'appelle All Trials, qui a été monté par Ben Goldacre, qui dit qu'il faut aller chercher tous les essais à travers les déclarations au comité d'éthique, les soumissions, tout ça pour qu'on ait l'ensemble des essais. C'est ça le problème fondamental, c'est qu'il manque les essais négatifs qui ne sont jamais publiés, dont personne ne parle. Et du coup, on a une vision terriblement biaisée. Alors, on peut toujours les méta-analyser super bien à partir des données qu'on a demandées, mais si vous manque tous les essais négatifs, vous êtes complètement dans les choux. Et pour moi, c'est ça le problème essentiel. Bah, c'est un des problèmes, ouais. Est-ce que c'est ça la cause du problème? La cause du problème, certains diront que c'est les gens qui ont un intérêt à évaluer les médicaments qui les évaluent eux-mêmes. Bah oui. Ça, c'est la cause du coup. Et donc le biais de publication, le fait que les résultats soient distordus, le selective outcome reporting, enfin tout ce qu'on peut imaginer, tout ça en découle, quoi. Ils viennent de dire que dans les universités anglaises, on va leur demander des comptes et ils doivent publier tous les essais qui ont commencé. Exactement. C'est pour ça que je vous dis à la fin, il faut Ils sont évalués là-dessus. Il faut des choses pour en fait récompenser les gens, donc des incitatifs. Et certains disent, bah voilà, plutôt que d'être récompensé à la publication et à l'impact facteur de là où on publie, ce qui en soi n'a pas de sens, on va essayer de récompenser les gens en fait au fait qu'ils publient toute la recherche qu'ils débutent. Et donc il y a All Trials, mais il y a aussi Trial Tracker, qui est une initiative où vous pouvez aller chercher pour chaque étude si le résultat a été publié ou pas. Et des gens veulent développer des indicateurs pour les universités, donc des universités qui sont transparentes, qui font leurs études et qui les reportent, voilà, ou des firmes pharmaceutiques qui sont transparentes, qui font les études et qui les reportent. Ouais. Merci. Moi j'avais deux remarques et une question. La première remarque, c'est que je me suis jamais posé les questions éthiques du partage de données qu'on m'a demandé pour une méta-analyse sur un travail que j'avais fait. Et je l'ai envoyé sans me poser de questions. Et je me dis que, parce que ça paraissait important que le travail de méta-analyse puisse être fait. Et en fait, j'ai complètement oublié le côté loi sur les données, et qui sont de fait indirectement nominatifs. Donc c'est bien, je vais avoir un souci de plus à me faire ce soir. C'était la première chose. La deuxième chose, mais ça on a discuté à midi, c'est que moi, toutes ces réanalyses, d'un point de vue clinique, ça pose des vraies questions sur ce qu'on fait et ce qu'on propose de faire aux patients. Et puis après, on leur dit 6 mois après, pour la Cochrane et HPV, c'est ce qui s'est passé. Ah non, on ne sait plus. Et je trouve ça très insécurisant
Donc à la fois, je trouve ça important qu'on ait cette réflexion-là sur la qualité des données et la qualité des résultats et quelles conclusions on en fait. Mais je trouve ça complètement comme un abîme sans fond sur l'utilisation clinique. Et puis à la fin, tu dis quand on parle de ceux qui donnent les prix et tout ça, c'est qui ce collectif? C'est-à-dire que il y a toi dedans, mais sinon c'est... Non, il y a moi dedans. Enfin, oui, il y a plein de gens en fait qui sont intéressés par la science ouverte, donc pas que en médecine en fait, hein, d'ailleurs surtout ailleurs. Beaucoup qui viennent de la psychologie à l'origine. Voilà. Donc il y a des... maintenant il y a des équipes qui se forment autour de la méta-recherche, autour de ces questions-là, des équipes de recherche, donc il y en a quand même de plus en plus. Il y a un centre en Amérique qui s'appelle le Centre pour la science ouverte, Open Science Framework, qui a plein d'initiatives et qui a même une plateforme en fait qui permet aux gens d'enregistrer a priori leur recherche. Voilà. Et alors quand je dis j'aimerais bien être dedans parce qu'en fait derrière il y a des milliardaires qui mettent beaucoup d'argent en fait. Et donc du coup si c'est aussi très très à la mode ces thématiques-là, c'est parce que derrière il y a des gens qui ont un agenda et qui poussent un agenda vers la science ouverte et des gens qui sont là-bas en Amérique c'est bienfaiteurs quoi en gros comme les Bill Gates etc. Donc là c'est quoi leur intérêt? C'est quoi l'intérêt? Bon, la philanthropie, c'est bien d'avoir une bonne cause. L'intégrité scientifique, ça fait bien, du coup. Alors, le paludisme, c'était déjà pris. Bon, alors, ils ont pris l'intégrité, quoi. Ouais. Voilà. Mais non, mais leur vrai intérêt. Alors, ça, je sais pas, hein, mais voilà. Je sais pas. Mais en tout cas, il y a un agenda qui est poussé, en tout cas, par des philanthropes. Ça, c'est sûr. Et tant mieux, je dirais, parce que... non, mais tant mieux pour nous, parce que le problème, c'est que cet agenda, il devrait être poussé aussi par d'autres, et notamment des institutions, ou des universités, des choses comme ça. Et bon, ça va venir, voilà. Mais ça va venir parce qu'il y a quelqu'un qui pousse derrière, il y en a qui poussent derrière. L'Europe, elle pousse aussi beaucoup à ça, elle pousse beaucoup derrière. Le G7 pousse à ça. Donc en fait, il y a beaucoup de gens, quand je dis c'est un mouvement large. Ouais. Moi, je voulais revenir sur l'espèce de méta-analyse avec les 9000 sites. Ouais. Mais est-ce que finalement c'est pas ça le vrai résultat parce qu'en moyenne, on peut dire que quand les deux traitements ont été comparés, globalement, le sommet du nuage de la plus grande densité, elle était au 0 pour un traitement contre l'autre et acupuncture contre placebo. En moyenne, c'était quand même du côté positif. Donc est-ce que finalement, ça ne montre pas finalement la distribution du résultat que l'on va obtenir sur chacune des personnes séparément, au bout du compte. Et donc après tout, voilà, c'est that's it, quoi. C'est ça. Alors nous on le propose comme une méthode là. C'est publié? Non, on l'a soumis hier. Donc là c'est tout récent. Mais on le propose comme une méthode en tout cas pour montrer en fait l'incertitude. En fait c'est simplement pour des gens qui ne savent pas ce que ça veut dire un I2 en fait le voient de leurs propres yeux quoi. En fait c'est surtout ça en gros, parce que ça donne une idée de l'hétérogénéité. Vous avez une méta-analyse avec de l'hétérogénéité et vous aurez ça, vous aurez une méta-analyse sans hétérogénéité, vous n'aurez pas ça. En fait donc ça donne un peu ça. En fait, mais ça veut dire qu'on est capable de générer des méta-analyses complètement quand même contradictoires. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on trouve dans la littérature des mécanismes complètement contradictoires. Et qu'on trouve des mécanismes qui vous disent que le nalméphène, c'est supérieur à l'naltrexone. Et que cette méta-analyse, elle soit faite par une firme pharmaceutique qui produise le médicament, le nalméphène. Et qu'elle a été publiée dans un journal allemand, précisément l'endroit où les autorités sanitaires allemandes ont dit il nous manque des informations sur l'efficacité contre naltrexone. Enfin, du coup, c'est que en gros, ce qu'on essaie de montrer, c'est que les choses sont archi manipulables. Et le problème, c'est qu'elles le sont. C'est pas qu'elles, le problème c'est qu'elles sont manipulées quoi. Et si on fait ta méthode avec les 9000 au bout du compte, on obtient une distribution qui nous donne une idée quelque part, ça correspond presque au véritable effet, puisqu'en gros c'est après un échantillon de patients, tu as trouvé l'effet A, c'est comme si tu avais repris à chaque fois des échantillons, et à nouveau des échantillons, et encore des nouveaux échantillons, et qu'au bout du compte, tu finis par avoir presque
peu... Mais non, il manque tous les essais négatifs qui ne sont pas publiés. Donc là, Donc c'est conditionnel aux effets publiés. Là, on va voir Toutes les configurations n'ont pas la même probabilité. J'enlève Bien les sûr. femmes, j'enlève les femmes, j'enlève les Oui, c'est ça, c'est que Non, Ça dépend de la proportion de gros, de petits, de fins. la question qu'il y a derrière, c'est une vraie question qu'il y a derrière. Voilà, mais tu pourrais. là, pour arriver à 9000 comme ça, ce que vous avez fait, c'est soit d'enlever des variables, enfin je sais pas, j'ai pas bien compris, soit d'enlever des variables, soit d'enlever des groupes de sujets, des choses comme ça. C'est les critères PICOS, en gros, grosso modo, les critères d'inclusion des études, Oui. et peut-être que quelques critères d'analyse. Et du coup, pour en avoir 9000, il a fallu faire plein de combinaisons Ouais, possibles. ouais. Alors, mais par Il y en contre, a- elles ne sont pas 9000 différentes. Hein. C'est-à-dire qu'il y a 9000 combinaisons possibles, Ouais. et certaines combinaisons aboutissent à la même méta-analyse. C'est-à-dire aux mêmes études incluses dans la Ça fait méta-analyse. pas mal de points quand même. Ça faisait pas mal de points, ouais, à Et peu du coup, près. il y en a combien de ces combinaisons qui sont raisonnables? Je veux dire, on peut faire ça à la C'est machine. une vraie question. Bah, en tout cas, moi, je vous en trouve une de chaque raisonnable. Non, mais je suis d'accord. Ouais. Et du coup, c'est cette discussion-là qui est intéressante. Parce que, au fond, on retrouve que c'est peut-être l'intelligence de l'homme qui peut s'en sortir plutôt que la machine. Bien sûr. C'est-à-dire, on discute en disant, est-ce qu'il faut faire cette sélection, est-ce qu'il faut faire cette autre? Et je ne dis pas qu'il y a une façon unique de s'en sortir, mais ça ne veut pas dire qu'il y ait une réponse unique non plus à ça. Et là, je trouve que cette façon de faire a l'avantage de montrer que moi je l'arrange un peu dans le genre des statistiques, on peut faire dans n'importe quoi, ce qui est à peu près vrai, quand même. C'est ça. Et du coup, c'est utile quand même de le faire savoir, ça veut dire que les statistiques toutes seules, la machine toute seule, s'en sortira pas. Il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui regarde en disant, cette façon de faire, on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Enfin, on peut des arguments, quoi. Qui ne sont pas des arguments purement méthodologiques, Exactement. statistiques, j'entends. Ouais. Et on peut toujours trouver un résultat positif Je dans crois un que essai. Félix, tu avais une question. Ouais, Aucun problème. je veux dire, on voit effectivement ce mouvement, par exemple, dans les gens qui utilisent R, en disant faites du RW, il y a à la fois le code qui produit le rapport et le résultat du rapport. Est-ce que quand vous avez demandé des études, il y a des gens qui vous ont envoyé à la fois le code et les résultats générés par le code? C'est-à-dire une sortie avec les résultats, vous voulez dire? Non? Non, le code lui-même. Le code, ouais, le code, on l'avait. On demandait, en fait, nous, les données et le code, mais c'était assez générique et on ne faisait pas de relance particulière. Mais on a eu le code dans... Allez, là, j'ai plus le résultat, j'ai plus le chiffre en tête, mais je dirais un quart des cas, les gens partagent leur code. Ouais. Les deux étaient séparés.